Merci. Et on va inviter nos témoins à revenir et on va passer à la session de questions-réponses. Et on va prendre des questions des personnes qui sont en ligne. En live aussi, ça s'affichera. S'il y a des questions en priorité à poser à Clément qui a un impératif familial, il y a les questions là-haut. Bonsoir, du coup j'ai une question par rapport à Decathlon. Alors ma première c'est déjà, juste par curiosité, Decathlon ils font pas déjà des prêts de matériel? Ouais, plus ou moins ils font de la prévente où ils te décaissent pas tout de suite. En fait, c'est ce qu'ils appellent le test produit. Donc tu vas ça s'est lancé à peu près en même temps que je portais mon projet en interne. Et ils appelaient ça test and buy au début. Donc tu vas en magasin et tu dis je voudrais bien tester le produit. Ils prennent l'autorisation de prélèvement sur ta carte. Et si tu ne ramènes pas le produit après 7 jours, ils te débitent. Et puis ils le gardent. Voilà. Ok, ça marche. Et après, ma question un peu plus fondée, on va dire, c'est si Decathlon ne vous aviez pas, comment on appelle ça, poussé à faire évoluer votre projet hors boîte, est-ce que vous pensez que de vous-même, vous l'auriez fait? Ouais, probablement, parce que ça commençait à être difficile à tenir. Ce que j'avais envie, en fait, en avançant, là j'avais peu de temps pour le raconter, mais je me suis retrouvé à découvrir tout un tas de choses dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans le champ des entreprises à mission, et dans la contribution à la problématique climatique notamment, et à la réduction des inégalités. Et en fait, plus ça allait et plus ce que je voulais porter était difficile à tenir dans le paradigme de Decathlon, dans l'ADN, dans la manière de travailler. Et sans du tout cracher sur Decathlon, mais ils ont 40 ans d'histoire. Ils fonctionnent de telle manière, ils ont une culture qui est très, qui est très forte. Et on ne change pas ça tout seul dans une boîte de 90 000 personnes juste parce que ça nous arrange nous, quoi. Est-ce que pardon. Juste une dernière question. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, les grandes boîtes, du coup, comme Decathlon, vous manquent ou pas? Est-ce que ça me manque de bosser dans les grandes boîtes? Oui. Pas trop, non. Ok. Non, j'ai jamais été aussi heureux de ce que je fais aujourd'hui, donc du coup, non. Et par contre, j'étais très heureux chez eux et je me suis beaucoup épanoui. Donc, il n'y a pas du tout d'amertume ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'était le bon moment, quoi, pour partir, je pense. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avant juste, oui. On fait juste une toute petite pause pour donner l'accès au formulaire qui va s'ouvrir parce qu'il s'est programmé à l'avance entre 20h15. Donc, ouais, pour les étudiants, vous pouvez scanner le code et répondre au formulaire. Et on peut prendre... Il y a des questions du web aussi. Ah oui, oui, il y a beaucoup de questions là. Ouais. Ouais. Alors, une question du web de Tom Poupard. Quelle a été votre pire expérience? Alors, on ne sait pas à qui ça s'adresse, mais s'il y en a qui veulent partager. Ouais. Allez, peut-être qu'une des pires expériences que j'ai vécues, moi, c'est de me rendre compte qu'on me l'avait faite à l'envers, en quelque sorte, alors qu'on était supposé être dans la famille, quoi. Donc, il y a quelqu'un de chez Decathlon dans un autre pays qui a dit c'est super ton idée, on voulait faire à peu près la même chose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va t'aider, on va t'amener des sous parce que ça a l'air d'être difficile d'avoir des sous au siège. Nous, on peut te débloquer des crédits facilement, tu pourras avoir des stagiaires, on te fait une petite équipe et tout ça. Et puis, ils m'ont invité à parler de tous les apprentissages que j'avais faits, sur tout ce que j'avais expérimenté jusque-là. Ils m'ont même invité à les aider à faire une sorte de demande de déblocage de budget sur des crédits de transformation de l'entreprise, etc., pour que j'apprenne après qu'en fait, ils allaient tout faire eux-mêmes. Et moi, je faisais cher Athlon et ils faisaient des 4 chers. Et ils m'ont dit non, mais en fait, maintenant qu'on a ce qu'on veut, tu peux faire ton truc, on s'en fiche un peu de toi. Donc ça a été dur à vivre. Et ouais, ça a été une expérience douloureuse. Puis après, j'ai appris que c'est comme ça dans la vie, en fait. Et que ça soit en interne à la même boîte ou pas,
Et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé, même si je n'avais pas été encouragé, à me dire autant, si c'est pour me confronter à des risques comme ça, autant les prendre dans la vraie vie où je sais que c'est comme ça et puis c'est tout, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il y a un petit problème sur l'accès au quiz. Et c'est parce qu'en fait, on a 4 minutes d'avance. Donc, ça va s'ouvrir dans 4 minutes. Quand moi j'ai eu une mauvaise expérience avec un banquier. En fait, quand j'ai voulu financer, alors j'empruntais pas beaucoup, j'empruntais 90 000 euros. Et puis j'étais suivi par une banque, tout allait bien jusqu'au jour où on devait signer et finaliser. Et puis on m'a dit, ouais, alors oui, mais ça prend beaucoup de risques. Alors en fait, il faudrait que vous soyez quasiment caution de tout. Donc en gros, je devais apporter ce que j'empruntais. Donc c'est ce que j'expliquais au banquier. Je lui ai dit, mais si j'apporte ce que j'emprunte, si je les avais, je le ferais moi-même. Et mais je ne me suis pas découragé, en fait. Donc, j'ai laissé tomber cette banque. Et j'ai un copain qui m'a dit, bah, écoute, moi, je suis dans telle banque, va la voir. Et en 3 jours, elle m'a débloqué les fonds dont j'avais besoin pour créer ma boîte. Donc, c'était une très mauvaise expérience sur le coup. Mais j'ai appris en quelques jours qu'en fait, ce genre de situation pouvait se retourner aussi. En fait, on revient un peu sur notre conviction et notre force de capacité à entreprendre. C'est qu'il ne faut pas se laisser démonter non plus par... oui, j'ai bien aimé le certain, mais en fait, on n'est jamais, nous, vraiment certains non plus. Mais on a une espèce de force intérieure qui nous dit, allez, lâche pas. Parce que j'aurais pu me dire, bah, ce banquier, il a raison, mon projet ne vaut pas un clou. Mais non, en fait, je me suis dit, mon projet, il a de la valeur, je le sais, je sais où je veux aller. Et puis, je vais essayer de le faire. Et l'autre banquière a eu une attitude totalement différente sur la façon dont elle a abordé mon projet. Donc, voilà, une fois de plus, cette espèce de certitude intérieure m'a permis d'avancer. Peut-être une autre. Il y a d'autres questions, j'ai vu sur. Il y a quelques questions sur le web. Allez, on prend une autre question web et puis après on prend les questions de la salle. Alors, une autre question web. Donc, on a un anonyme qui est porteur de projet, qui dit bonsoir, il est dans un secteur niche et le produit qu'il souhaite développer est très technique et nécessite des compétences d'ingénieur. Comment doit-il réagir face aux personnes qui lui disent que son idée est sûrement déjà étudiée par des professionnels du secteur? Sacrée question. Pardon. En fait, la question, c'est normalement si elle est étudiée, ça serait en cachette apparemment, parce que sinon avec Google, on arriverait à la trouver. Je ne sais pas, il n'y a pas d'élément de certitude sur le fait que ça n'existe pas ailleurs. Donc la question, c'est de se dire, je lance le projet ou je ne le lance pas en perte acceptable. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que je peux prendre ce risque-là ou est-ce que je peux ne pas le prendre? Mais il n'y a aucun fait avéré qui lui permet de dire que quelqu'un d'autre s'en saisit. Oui, c'est une hypothèse. Donc là, bon, hypothèse. elle peut en faire des tonnes, mais si effectivement elle n'est pas validée. Et puis on avait une réponse aussi. En fait, moi, j'ai une certitude, c'est qu'il y a certainement des gens qui ont la même idée à un autre endroit dans le monde. Ça, c'est vrai. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. L'idée, elle n'a pas de valeur, vraiment. Donc, si vous avez envie d'un jour de créer une entreprise, l'idée, évidemment, doit être intéressante, correspondre à des sujets de société, à une certaine analyse, mais fondamentalement, elle n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'exécution. Donc, je ne sais pas comment s'appelle la personne, mais... pardon ? Anonyme, c'est anonyme. Bon, monsieur anonyme. En fait, faut y aller. Donc, s'il a ou elle a sa conviction que l'idée et le produit est le bon, il faut foncer et être le premier. C'est juste ça. Alors, on va prendre une question dans la salle. Je fais un mini rebond. Peut-être que si on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas les ressources pour, parce que c'est possible, en perte acceptable, on n'a peut-être pas ce qu'il faut pour y aller en fonction de la technicité d'un produit. Peut-être qu'il faut rejoindre ceux qui sont en train de travailler dessus voilà. plutôt que de rien faire. Voilà. Ne pas toujours imaginer les autres comme des concurrents, mais peut-être comme des partenaires. Alors, une question dans la salle. Bonjour à tous, messieurs. Merci pour ce beau témoignage. Moi, j'ai fait part d'un point aujourd'hui qui me parle et j'aimerais avoir votre avis sur ça. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou même dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus à l'aise à prendre, quand j'essaye d'obtenir A, de prendre en compte qu'il existe B, C, D, etc. Donc, en ayant le champ de ce qui est possible, de ce qui m'intéresse et de ce qui ne m'intéresse pas, mais ce qui peut arriver, je suis beaucoup plus à l'aise à prendre la décision.
j'aimerais avoir votre avis sur ça, vous qui effectivement êtes entrepreneur au jour le jour. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous réfléchissez en disant, voilà, je souhaite obtenir A, mais vous prêtez peut-être un œil aux autres options possibles et vous dites, bon, ben, j'y vais quand même, quoi qu'il arrive, ou alors vous êtes plutôt sur un autre mode de réflexion, un autre mode de pensée pour prendre une décision. Si vous voulez, je ne sais pas si c'est clair ou si C'est quoi? OK. C'est te dire si j'ai option A, B, C, comment je choisis En fait, entre les différentes options? Est-ce que, à titre perso, je suis beaucoup plus à l'aise à prendre une décision quand je sais qu'il y a d'autres options qui existent et que voilà, si elles arrivent ou pas, ben, tant pis, le fait de les avoir en conscience, je suis à l'aise si elles arrivent ou pas. Je souhaite obtenir A, j'ai B, mais si j'ai conscientisé à un moment donné que ben, j'aurais pas A, mais que j'aurais peut-être B ou C, je suis OK pour prendre la décision. Assurer que quand tu prends une décision A, c'est parce que tu sais que si ça ne se réalise pas, tu as B ou C en backup. Non, c'est l'inverse. C'est avoir un peu le panel de ce qui peut se faire. Je souhaite A, mais si j'ai B, C ou D, le fait de me dire bah, je peux tomber sur une autre option que A, bah, je suis OK, ça me va parce que bah, voilà, on n'a forcément pas toujours ce qu'on veut, mais si j'ai autre chose, bah, je me dis bon, si j'ai ça, ça ou ça peut quand même le faire. Ou alors est-ce qu'à l'inverse, vous n'êtes pas du tout dans ce mode de pensée, de se dire bon, bah, il y a A et je ne pense pas aux autres options, je fonce quoi qu'il arrive. Alors Charles a Si c'est plus clair ou pas, ça va au niveau de la. C'est plus clair? C'est l'alphabet que tu veux comprendre. Exactement. Donc, moi, la façon dont je procède, j'ai un parcours, j'ai une vision qui est A, pour reprendre tes termes, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Par contre, sur chaque chose en tout cas, sur lequel je prends des décisions, la direction qu'on prend, j'ai toujours un scénario B. C'est pas pour me rassurer, hein. Et parce que y a l'incertitude, ça pourrait arriver. Il faut toujours j'ai toujours dit qu'on devait un plan B. Quand on n'a pas de financement demain, on doit lever des fonds et puis on galère et puis on n'aurait pas de financement demain, bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais me retrouver face à un mur, me le prendre et terminer. Donc il faut toujours avoir un plan B. Par contre, c'est pas pour me rassurer parce que mon objectif, c'est de faire le plan A. Donc voilà, c'est une hypothèse, quoi. Ben, c'est encore une réflexion perte acceptable. Si j'ai pas A, je peux avoir B. Je partage un peu ta vision, Charles. Après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a une certaine vision, donc une image où on veut aller. Le chemin n'est pas tracé de façon linéaire comme ça, en fait. Moi, mon souhait était de salarier des coursiers. Et quand j'ai démarré, je n'étais pas forcément meilleur que Deliveroo et autres parce que je payais mon premier coursier à la course. Donc, c'était exactement le même modèle. Mais je savais qu'un jour, je pourrais salarier un premier, puis un deuxième. Aujourd'hui, il y a 7 coursiers qui travaillent avec nous et qui sont salariés en CDI. Ça, c'était ma vision dès le départ. Mais c'était il y a quelques années. Et du coup, on a dû passer par différentes étapes. Mais la vision a toujours été la même. Sur les différentes possibilités, en effet. Et puis surtout, souvent, enfin, il y a des exceptions partout, mais souvent, rien ne se passe comme prévu. En fait, c'est souvent ça qui se passe. Tu peux avoir ta vision, mais il y a plein de choses qui interfèrent ou qui rentrent en compte, et ça ne se passe pas comme tu t'es dit. On en parlait tout à l'heure, tu me disais, bah, je pensais que je serais plus loin ou plus haut, que j'aurais plus de salariés au moins. En fait, la prévision, c'est une chose. En fait, l'adaptabilité, c'est la meilleure des choses, parce que déjà, ça évite de se prendre la nouvelle comme un plomb. Et là, je te rejoins, Charles, c'est l'idée de se dire, bah, je voulais lever des fonds, je ne lève pas, bah, on arrête. Mais par contre, c'est surtout de se dire, bon, c'est pas comme ça. On veut toujours aller là, mais peut-être que c'est un chemin détourné qui va nous y emmener. Et ça marche quand tu crées, ça marche aussi quand tu reprends. Les gens qui rachètent des entreprises, en général, ça se passe jamais comme prévu. Et c'est là qu'il faut être agile, même si je suis pas fan du mot, mais il faut savoir s'adapter. Et en fait, on s'adapte, mais comme tu t'adaptes dans ta vie, hein. Tu veux aller au supermarché pour acheter des panzani, il n'y en a pas, tu vas prendre les pâtes d'à côté. Enfin, c'est ce que tu fais tous les jours. Et c'est aussi ce qu'on a développé aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est que la notion de risque, en fait, quand tu commences à en prendre, quelle que soit l'échelle d'ailleurs, tu t'habitues. En fait, tu te dis, bah, en fait, voilà, on n'a pas fait ça, on va faire autrement, et ça peut marcher très bien aussi. Une petite considération. En fait, moi, il y a une philosophie quand même qui m'est venue à l'esprit quand tu as parlé, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, par principe, même si je veux A, si je m'accroche trop à A, pour reprendre tes termes, mais que ça ne vient pas, bah, je prends ce qu'il y a à prendre, en fait. Par contre, tout de suite, il y a quelque chose qui vient aussi, c'est quoi ma vision, c'est quoi, en fait, les critères sur lesquels je vais me baser pour accepter quand même autre chose. Et ça, je pense qu'il faut être clair. Et c'est un peu ce que Charles disait aussi, je pense. Donc, savoir ce qui est important pour moi,
Moi, c'est préserver, valoriser les ressources. Tant que ça relève de ça, même si c'est pas ce que j'avais prévu, même si finalement on fait pas une start-up technologique qui va faire un service SaaS bling bling, je sais pas, enfin, c'est quoi, Tech for Good, etc. Et qu'on fait du conseil, bah, si ça contribue de ce que je voulais et qu'on sait bien le faire et que c'est ça qu'ils nous demandent et c'est sur ça qu'on nous paye beaucoup plus cher, en plus, bah go, pas de problème. Donc il y a une sorte de pragmatisme à avoir aussi en disant mais qu'est-ce que le monde il me donne vraiment par rapport à ce que moi je voulais et comment je confronte ça à ce qui est OK pour moi ou ce qui a l'importance pour moi. Alors, il y a plein de questions, j'ai l'impression, en ligne, hein. Donc, tu peux nous en donner une? Alors, une question web de Marjolaine qui se questionne en fait sur les entrepreneurs qui prennent des risques, à quel point ils prennent des risques. Elle dit, Schumpeter définit pourtant un entrepreneur comme quelqu'un qui innove, qui prend des risques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? À quel niveau? Moi, je dis vivre, c'est risqué. Et que effectivement, le principe du risque mis dans une perspective de perte acceptable, sous-entendu, est-ce que je peux me permettre l'échec, est le critère de discernement. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne vais engager l'action que si je peux me permettre de rater l'action. Et je n'engage pas l'action si je ne peux pas me permettre de rater l'action. Ouais, donc ça, c'est un critère qui est prouvé, notamment par une autre chercheuse qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui est quand même celle qui a découvert la théorie de l'effectuation et qui l'a développée. Souvent, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée reçue, même encore maintenant. Moi, je me souviens de la citation du boss de LinkedIn, justement, qui disait l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute de la falaise et qui construit le parachute ou l'avion après avoir sauté. Ben non, je pense pas. Alors peut-être qu'une fois qu'on dit ça, c'est peut-être pour se valoriser ou dire on est fort, etc. Mais alors oui, c'est répandu, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est même absurde, quoi. Alors, on a parlé de la question des buts, on a parlé de la question de la vision. Le but, il peut être très précis, il peut être très vague, ou en tout cas animer une perspective qui permet, en l'occurrence, de dire tout ce qui est relatif à mon sujet, ben, ça me va. Et moi, je vous invite à considérer une émission qui s'appelle Nu et culotté, qui est assez intéressante. Elle n'est pas véritablement entrepreneuriale, mais je ne sais pas si vous la connaissez, cette émission sur France 5. C'est des jeunes qui partent nus et sans carte de crédit et qui se sont fixés, eux, par contre, un objectif extrêmement précis. Et par exemple, ils sont dans le sud de la France et ils veulent boire un thé avec un lord anglais. Ils ne connaissent pas le nom du lord, ils sont dans le sud de la France et ils n'ont pas d'argent. Et d'abord, ce qui se passe, c'est qu'ils sont nus, donc pour interagir socialement, ils sont obligés de trouver de quoi se couvrir le corps. Et à partir de là, ils engagent des interactions, des demandes. Et en fait, c'est le présent qui les dirige. Et tout ce qui est un progrès vers le but, ils le prennent. Mais vous voyez, ils sont non pas en rétro-planning, ils ne sont pas dans des options scénarios alternatifs de futur, si A, B, C, autres. Ils sont juste le fait de dire, j'ai envie de ça, et je progresse, et je prends toute action que je peux me permettre, hein, toujours la perte acceptable, et je vais avancer si c'est un progrès vers mon but. Donc on est dans la perspective, cette fois-ci, non pas d'un rétro-planning à partir d'un but, mais dans une avancée, on va dire, chaînage avant, non pas chaînage arrière, à partir de réalités que la vie leur offre. Une voiture qui passe et qui les prend en stop. Ce n'est pas planifiable. Et en même temps, elle est là, ils acceptent. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et si c'est un projet vers le but, ils prennent. Et ça, c'est en fait une bonne manière de pouvoir imaginer avoir des buts et progresser vers le but à partir du réel et non pas à partir de l'hypothèse. Je sais que vous avez été tellement enseigné sur des perspectives de scénario planning, de stratégie, d'optimum de marché, que c'est un peu toujours ça qui nous dirige. Et en fait, il y a d'autres manières de faire qui sont extrêmement efficaces parce qu'ils y arrivent à boire le thé avec un lord anglais. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Je vais abonder sur ce que vient de dire Dominique. Moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte, j'ai mis 4 ans à bien comprendre ça, c'est que plus on a un besoin, une demande claire, et plus on trouve les conditions de réalisation de ce qu'on cherche à faire, même si on n'a pas, d'ailleurs, puisque tu aimes bien Bergson, Bergson dit, voilà, si on a une intention claire, les conditions de réalisation se révèlent. Et c'est vrai aussi, du coup, il suffit d'affirmer ce qu'on cherche à faire.
Il suffit d'affirmer régulièrement à qui veut l'entendre. Voilà ce que j'essaye de faire, voilà mon besoin. Et d'ailleurs, pour Sheraton, ce qu'on fait maintenant, quand quelqu'un ne trouve pas le matériel, genre une planche à voile, tiens, il ne trouve pas une planche à voile sur notre plateforme, c'est quand même dommage, il est déçu, ben on lui dit dis-nous pourquoi tu veux une planche à voile et on va en parler autour de nous et on va te trouver des prêteurs. Et ça marche trop bien. On trouve des prêteurs grâce à ça, parce qu'on va dire Dominique cherche une planche à voile à Aubagne, il a besoin d'une planche à voile à Aubagne, ne me demande pas pourquoi. Bah si, voilà son projet, en fait il va partir en famille, etc. Et on trouve des prêteurs aux côtés d'Aubagne, quoi. Ça marche à chaque fois. Juste parce qu'on montre un besoin réel, concret, et le plus précis possible. Alors, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne et on arrive au terme de cette conférence. Alors, je ne sais pas, du côté de... Tout va bien? Ah, il y en a. Et de côté de la salle? Alors, on va prendre une question en ligne, effectivement. Alors, La dernière. une question qu'on pose souvent dans l'entrepreneuriat. Vera dit, durant votre période de création, est-ce que vous avez eu peur que votre projet puisse être repris par des entreprises déjà implantées? Comment vaincre ou éviter cela et entrer en amont en lien avec des concurrents? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est intéressant? Qui veut répondre? C'est un peu la réponse que j'avais tout à l'heure, mais l'important, c'est l'exécution, quoi. Donc, une entreprise existante, c'est un mammouth, donc ça va pas très vite, hein. Donc, voilà. La seule différence entre une boîte installée et un entrepreneur, c'est son énergie, sa vitesse, son agilité, ses idées. C'est juste ça. Et le pied dans la porte. Oui, On peut dire ça. On peut aussi mettre ça, effectivement. Donc, aller plus vite. C'est la seule chose qui caractérise. Donc, si vous êtes demain porteur de projet et vous dites il me faut 3 ans pour monter un dossier, bon, n'y allez surtout pas, quoi. Faites-le en 2 heures. Moi, j'ai envie de poser la question. Du coup, est-ce que quand on a cet objectif d'aller plus vite, je suis personnellement entrepreneur moi-même, comment vous arrivez à concilier votre vie privée et vos objectifs économiques versus votre vie privée en ayant ça en tête? À titre donc j'ai 3 enfants, je suis marié, et la différence, moi je suis entrepreneur depuis 15 ans, donc le Foron c'est ma deuxième boîte, et il y a 15 ans, oui, je bossais 7h, 23h. Pas d'expérience, pas de maturité professionnelle, donc voilà, j'ai de l'énergie, je la redonne, et je bossais comme un malade. Là aujourd'hui, je fais des journées très correctes, je dépose les enfants le matin, c'est la règle que je me fixe, je suis à 9h au bureau, je me déplace en vélo, le midi je fais du sport, si je ne fais pas de sport, je meurs. Donc voilà, et je suis chez moi à 19h30 et je rebosse de 22 à minuit. Donc voilà, donc j'ai juste adapté un calendrier qui, voilà, et je ne rebosse pas tous les soirs de 22 à minuit, mais juste adapté selon qu'est-ce qui est le plus important. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Moi, j'adore bosser, j'adore créer des boîtes, mais j'ai besoin de voir mes enfants, ma femme, j'ai aussi besoin de faire du sport et de voir des potes, et donc ça, on essaie de le mettre dans un agenda, et puis et avec la maturité professionnelle, on est 2 fois plus efficace. Voilà. Donc, c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça. Les besoins. Apparemment, ils sont d'accord. Voilà, bah, écoutez, on arrive au... Voilà, on peut les applaudir, effectivement. Et donc, en tout cas, ben, on vous remercie. On remercie les 4 entrepreneurs, Jérémy, Arnaud, Clément et Charles, de nous avoir éclairés de leurs expériences. Et on prend la photo et après, on vous libère. Merci. Une seconde, parce que pour les étudiants, il y en a qui cherchent des stagiaires, si ça vous intéresse. Alors, ok, tout ce qui va relever de communication digitale, marketing digital, des choses comme ça pour moi. Vous pouvez, sur le site de Ra Technologies, il y a la fiche de Share and Smile, vous pouvez nous retrouver et puis faire des candidatures spontanées si vous voulez. Et nous, on cherche pour janvier, enfin, ou dès que possible, quelqu'un sur l'équipe Growth, donc toute la partie acquisition. Voilà, dans
acquisition online donc, et offline aussi, avec Mathilde, qui a 15 ans d'expérience dans ce sujet chez nous, donc qui a besoin d'une main complémentaire. Voilà. charles@lefourgon.com ou voilà, vous allez sur le site, il y a pour postuler. J'ai peut-être mal dit, mais en gros aussi, nous, ouais.